très petite, j'ai été en contact vraiment avec, la nature. J'ai des souvenirs de voyages avec mes parents dans un combi VW, aux États-Unis, de voir le Grand Canyon où il y avait personne à cette époque, donc il y avait beaucoup, beaucoup moins de tourisme et je passais mon temps dehors, et je pense que c'est de là que me vient, cet amour du reste de la nature. Bienvenue sur Aujourd'hui Écrivons Demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, je vous embarque avec moi rencontrer Isabelle Giraldo. Bonjour Isabelle. Bonjour Katia. Comment vas-tu ? Bien. Moi, je suis ravie de t'avoir avec moi, donc merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Alors, ce que je te disais un petit peu en off pour aussi recontextualiser, donc ce sont tes publications poétiques et empreintes de magie qui m'ont interpellée sur les réseaux sociaux. Des mots japonais pour évoquer le vivant avec des images animées que je repartageais jusqu'à prendre le temps de regarder vraiment ton profil et qui tu étais. Et de découvrir que toi aussi tu parlais d'éco-psychologie, donc cette notion qui m'était inconnue encore jusqu'à il y a quelques mois. Donc à croire que les synchronicités s'enchaînent. Alors pour te présenter, je vais me permettre juste de reprendre ce que tu as mis sur ton site et puis tu nous en diras beaucoup plus par la suite parce que tu es loin d'être ces 4 lignes que je vais lire. Donc tu t'es définie ou tu te présentes comme une activiste, aventurière, facilitatrice de méditation de pleine conscience et d'écologie profonde, maman de 4 enfants et tu es donc aussi une citoyenne du monde désespérément, pas désespérée, mais pleine d'espoir en l'avenir. Donc en somme, une exploratrice passionnée du vivant. D'où te vient cette connexion au vivant? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, sans peut-être, complètement révéler mon âge, mais, j'ai eu le privilège, de grandir ou de passer ma petite enfance au Mexique et j'avais accès à une nature sauvage qui me manque parfois, ici en Europe. Mais donc, très petite, j'ai été en contact vraiment avec, la nature. J'ai des souvenirs de voyages avec mes parents dans un combi VW, aux États-Unis, de voir le Grand Canyon où il y avait personne à cette époque, donc il y avait beaucoup, beaucoup moins de tourisme et je passais mon temps dehors, et je pense que c'est de là que me vient, cet amour du reste de la nature. Quelle sensation tu as quand tu y repenses? Alors, ceux qui nous écoutent ne te voient pas, mais tu as un sourire radieux quand tu en parles. Quel souvenir, quelle sensation, quel, sentiment? Il y a 2 sentiments. Il y a d'abord cet émerveillement de voir, même petite déjà, je me rendais compte à quel point c'était beau, comment la nature était et puis il y a quelque chose, c'est des mots que j'aime pas trop utiliser, mais de précieux ou presque de sacré quand on est entouré comme ça d'une nature, encore sauvage, peu abîmée par l'homme, et c'est quelque chose de très précieux, oui. Et il y a un sentiment de bien-être aussi quand je repense à ça. Il y a quelque chose dans mon corps qui se relâche, qui se détend, voilà, comme un long expire.
aussi cette sensation d'être à ma place. On y reviendra justement parce que j'avais noté une question, qu'est-ce que c'est qu'être à sa juste place? Et quand tu dis sauvage, c'est parce que c'était pas encore bétonné, construit, habité? Et oui, et même encore très peu abîmé par l'homme. Même maintenant, j'ai l'impression, rares sont les fois où on va se promener dans la forêt, où on ne voit pas une trace de l'homme. Ce serait un papier par terre, un papier ou, un mégot de cigarette ou, voilà. Et donc il y avait pas ces traces-là. J'ai vraiment eu cette chance de connaître une nature où on pouvait presque oublier l'être humain. Et tu te sentais, déjà connecté aux éléments, de la nature, aux animaux, à ce qui t'environnait? Oui, et j'ai eu la chance aussi d'avoir une, grand-mère, mon papa est colombien, d'avoir une grand-mère colombienne qui m'a, aussi directement, je me souviens quand, on habitait ici en Belgique, en Europe, elle venait nous rendre visite et à l'automne, donc ça tombe bien parce que c'est à peu près cette période-ci, elle me disait: «Viens Isabelle, on va aller voir le tapis doré», et c'était les feuilles mortes, qu'elle appelait le tapis doré. On allait se promener en forêt. Et puis quand on allait chez elle en Colombie, elle nous amenait dans le petit bois près de chez elle et elle entretenait cette relation avec les esprits de la forêt. Heu, donc oui, très petite, j'ai été en contact avec cette nature. Mmh. Est-ce qu'elle t'a initié quelque part? Oui, en quelque sorte, on pourrait dire ça. Je pense qu'elle a aussi beaucoup travaillé parce qu'il y a de ça pour moi, quand on va se promener dans la nature. Hem, d'éveiller notre imaginaire aussi et ça, on pourra peut-être sûrement en reparler, mais pour moi, c'est quelque chose de très, très important dans ces temps-ci. C'est la place qu'on va laisser à l'imaginaire et que, quand on allait se promener ici dans les forêts de hêtres où c'était les tapis dorés en automne ou que ce soit là-bas, les forêts où il y avait les fées, mais tout ça, c'était de l'imagination. Elle entretenait notre imaginaire, mais du coup, ça donnait, ouais, un certain esprit, un certain caractère à ces promenades dans le reste de la nature. Ça devenait pas on n'allait pas juste se promener en forêt. Ça devenait quelque chose d'un peu autre. Il y avait aussi une forme de jeu peut-être Tout à à essayer de fait. découvrir peut-être les fameuses fées dont elle te parlait. Et ça veut dire que depuis que tu es toute petite, tu as gardé ce lien-là, cette connexion-là, ou tu as l'impression de l'avoir perdu et d'y être revenue? Alors je pense que je l'ai perdu un moment, donc on en parlait avant, de lancer l'enregistrement. Tu me disais que j'étais une baroudeuse. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents quand j'étais jeune, donc j'ai passé ma petite enfance au Mexique et puis après adolescente, on est parti en Australie. Où là aussi, c'était une autre nature, mais on a aussi vu beaucoup, beaucoup de nature sauvage. Donc je dirais jusqu'à mes 14 ans, j'ai gardé ce lien. Puis on est rentré en Europe et là, je me souviens que ça a été un choc pour moi de voir la densité qu'il pouvait y avoir en Europe, d'êtres humains. Donc de ne plus retrouver, je me souviens des sorties à la mer du Nord où ça n'avait rien à voir quand on allait à la mer en Australie où il y avait personne et ici de voir, mais tu en parlais aussi, tout ce béton, tous ces immeubles, tous ces gens, ça a été un peu un choc. Je me souviens quand je suis rentrée, et peu à peu, en étant en Europe, pour me fondre dans la masse ou, de nouveau trouver sa place ici, je me suis déconnectée, oui, peu à peu. Oui, Mmh. tu as quitté l'immensité. Tu parles de l'Australie, alors c'est un pays que je ne connais pas, mais voilà, que j'imagine être effectivement immense avec, peut-être des paysages à perte de vue effectivement, Ouais, des kilomètres et des kilomètres sans peut-être voir un seul humain. ouais. Ouais, et tu arrives donc sur une terre, ultra peuplée, ultra bétonnée, le choc, ouais. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé pour toi alors ensuite? Tu nous racontes un petit peu ton parcours? Mais après, je suis rentrée, comme on va dire, dans le moule. J'ai fait des études d'architecture et j'ai commencé à travailler dans la construction et là, il y a eu quand même une rencontre qui m'a marquée, où j'ai retouché du doigt ce lien, au reste de la nature avec l'architecte Lux Skeuten, qui est un architecte qu'on pourrait appeler, bon d'abord utopiste, mais aussi qui a fait cette, architecture organique. Donc vraiment, il s'inspire du vivant pour, créer des habitats et aussi du mobilier et toute une sorte, voilà, tout ça et j'ai travaillé avec lui pendant 2 ans et donc là, j'ai pu retrouver un peu ce lien au vivant et puis après, je suis devenue maman.
Donc il y a une autre page, qui s'est ouverte et là, c'est vraiment je me suis donnée à fond dans mon rôle de maman. Je continue à travailler un peu dans la construction, mais du coup, c'était plus trop en lien avec mes valeurs, avec ce que je croyais, mais comme je me retrouverais vraiment dans mon rôle de maman, j'ai laissé ça un peu de côté, jusqu'à ce que la vie nous emmène au Moyen-Orient, à Doha, au Qatar, que je pense qu'il faut plus présenter maintenant. Tout le monde sait à peu près, ce qui s'y passe après la fameuse, coupe du monde. Donc là, c'était avant la coupe du monde et étant architecte, j'ai aussi pu travailler dans la construction et là, c'est vraiment là où je pense que j'ai pris ma la plus grosse claque de ma vie. Voir tout ce qui se jouait et là où je me suis rendu compte, en fait, qu'on n'était pas seulement occupé, à détruire le reste du vivant, mais qu'il y avait effectivement aussi des êtres humains qui vivaient dans des conditions vraiment, comment je vais dire? C'est des choses que je pouvais pas imaginer, en fait. Ou des choses qu'on sait, mais quand on y est confronté, je pense que ça prend une autre dimension. Mmh. Tant qu'on les a pas vus. Voilà et là, ben, je l'ai vu puisque j'ai travaillé dans la construction. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas, à l'époque, je pense que c'est toujours comme ça, à Doha, on travaillait, les chantiers ne s'arrêtaient pas. Donc il y avait 3 shifts de 8 heures. Il n'y avait qu'un jour de fermeture qui était le vendredi, et les conditions pour les ouvriers sont vraiment horribles. C'est beaucoup de Népalais qui viennent travailler là et qui sont vraiment exploités. Je me souviens qu'à la fin, j'allais vraiment, au travail avec, mal au ventre, enfin j'étais malade, et j'ai tenu 3 mois, puis j'ai arrêté et c'est là vraiment où je me suis dit: «Mon Dieu, dans quel monde vont grandir mes enfants?» Donc je suis maman de 4 enfants déjà à l'époque, j'en avais 4. Et c'est là où vraiment je me suis dit, par amour pour mes enfants, le jour où tout va s'effondrer, je veux pouvoir les regarder dans les yeux en disant: «J'ai fait ma part, j'ai fait de mon mieux pour que vous ayez un avenir, sain et durable». Et c'est à ce moment-là que donc j'ai bifurqué comme on dit aujourd'hui. Je me suis mise en route pour chercher autre chose. Je me suis pas retrouvée dans l'architecture et dans la construction et c'est là que j'ai découvert d'abord et ça je dis toujours, je remercie le ciel parce que j'ai découvert la méditation de pleine conscience plutôt que l'activisme. Parce que j'avais une telle colère en moi que je pense que j'aurais cassé des choses. J'aurais pu devenir vraiment violente et grâce à la méditation, j'ai pu transformer ma colère en autre chose. Du coup, j'ai commencé à me former dans ce que tu as appelé aujourd'hui, bah, l'écopsychologie, l'écothérapie, ce que j'appelle aussi l'écologie profonde et sensible et ça a été un nouveau départ. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 10 ans maintenant. D'accord, donc tu as bifurqué il Donc y a 10 ans. oui et je raconte souvent quand moi j'ai fait ma ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété, mais on pourra en reparler parce que je trouve que le terme est vraiment mal choisi. Mmh. Mais le jour où on pourrait dire moi j'ai fait ma première crise d'éco-anxiété en 2012, il y avait encore personne pour mettre les mots dessus. Et c'est de là où est partie un peu ma quête quelque part. J'ai commencé à chercher, heu, les personnes qui pourraient me comprendre parce que une réaction psy un peu traditionnelle a été: «Bah, qu'est-ce qui va pas chez toi que tu projettes sur le monde?» Et là j'étais là: «Non mais le monde va pas bien» et j'étais: «Mais il y a personne qui voit que le monde ne va pas bien en fait». Mais moi ça va, mais le monde va pas bien donc voilà et donc commencé à chercher des réponses. Comment tu as cherché? Vers qui tu t'es orientée? Comment on fait quand on prend cette claque, qu'on prend conscience qu'il faut bifurquer, qu'il faut changer d'orientation, qu'il faut faire autre chose pour soi, pour ses enfants, pour l'avenir de ce monde? C'est le désarroi, j'imagine, c'est Ouais, tu es en haut d'une falaise et tu fais quoi? Tu vas avoir des psys qui te disent que c'est, voilà, c'est toi en gros qui dysfonctionne et que voilà, c'est à toi de régler tes problèmes intérieurs et que quand tu régleras tes problèmes intérieurs, le monde à l'extérieur ira bien mieux parce que c'est aussi ce qui est beaucoup véhiculé et je oui, pense que tout à j'ai fait. aussi pu le dire, il y a peut-être pas si longtemps que ça, tu vois? Mmh. Effectivement, c'est aussi, sortir d'une forme de déni et d'accepter l'idée que le monde, il va aussi, mal mais comment on Mmh. fait? Vers qui on s'oriente? Bah, je pense que tu l'as mentionné aussi, je pense que les synchronicités à ce moment-là, quand on se met à chercher, les réponses commencent à arriver petit à petit. Alors je le disais, ben, moi j'ai la chance que mon papa soit colombien, donc c'est passé par un voyage en Colombie où là, ma cousine et ma tante m'ont parlé d'un collège qui se trouve en Angleterre et elles m'ont dit: «Ben,
Je pense que là, tu pourrais peut-être trouver quelque chose et donc merci Google parce que j'ai passé des heures à chercher, qu'est-ce qu'ils proposaient, qu'est-ce que je pourrais faire? Jusqu'au moment où j'ai trouvé un cours parce que c'est un collège qui propose des masters. Mais un master, ça voulait dire aller passer 1 an là-bas. Maman de 4 enfants, c'était assez difficile de dire: «Je planque mes enfants pendant 1 an et je vais aller suivre une formation». Donc je cherchais jusqu'au moment où j'ai trouvé, ils proposaient une formation où il fallait aller sur place 2 semaines, puis le reste se passait en ligne et puis on a eu la chance d'aller au Bhoutan pendant 2 semaines, puis on faisait de nouveau en ligne et puis on repassait 1 semaine en Angleterre et donc ni une ni deux, je me suis inscrite et ça, c'était en 2014 et je pense que je n'oublierai jamais le jour où je suis arrivée au Schumacher College où, on a été accueillis. Et puis je suis rentrée dans le bâtiment et il y avait le coin, qu'on appelle le coin à snack où il y a le thé, les cookies, où on peut se préparer une tasse de thé. Je me suis assise là avec les étudiants qui étaient là. On a commencé à discuter et je me suis dit: «Ça y est, de nouveau, j'ai trouvé ma place, j'ai trouvé les gens qui me comprennent et qui parlent la même langue que moi» et ça a été un soulagement et ça arrive souvent. Après, j'ai parlé avec plusieurs personnes qui arrivent à cet endroit-là. Ce cette cette pensée de: «Je ne suis pas folle, en fait. Il y en a d'autres comme moi» et ça a été un vrai soulagement. Tu poursuis combien de temps là-bas? Tu fais des J'ai fait cette allers-retours formation pendant de 1 an, 1 an? oui et puis j'y suis retournée régulièrement parce qu'ils proposaient aussi des cours courts, ce qu'on appelle de 1 semaine, des ou voilà et j'ai tissé beaucoup de liens, avec ce collège et c'est encore actuellement cette communauté-là, je vais dire, qui me porte, qui me soutient, qui est un peu mon fil rouge. Mmh. Mmh. Alors ta vie depuis 10 ans, elle ressemble à quoi? Donc tu n'es plus dans le béton, parce que ce qui est intéressant quand même, c'est quand tu me dis tout à l'heure, quand tu arrives à l'âge de 14 ans, le choc en Europe, le béton, les constructions et cetera, et tu t'engages quand même quelques années après dans la construction en tant Oui, qu'architecte. Bon, alors ces 10 dernières années, qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu as fait? alors ces 10 dernières années, peu à peu, du coup, j'ai, commencé à proposer ces ateliers d'écologie profonde et sensible dans un premier temps. J'ai eu une phase aussi par laquelle je suis passée où vraiment je me suis formée à la méditation de pleine conscience et je l'ai transmis dans les écoles. Mais là aussi, j'ai fait ça pendant 2 ans et puis il y a un truc qui s'est passé en se disant: «Mais en fait, est-ce qu'avec, ces outils-là, je suis pas juste en train de donner des pratiques aux enfants pour continuer à fonctionner dans un système qui dysfonctionne?» Donc je sentais que c'était peut-être pas la meilleure façon. Oui, ça a du positif, hein, je vais pas dire qu'il faut pas le faire, c'est super important aussi de partager ça avec les enfants, mais je sentais moi que j'étais appelée à faire autre chose et donc je me suis, encore plus formée à tout ce qui va être pratique, d'écologie profonde et sensible et je me suis formée pour tout ça et l'éco-psy aussi du côté anglophone parce qu'à l'époque, il n'y avait rien du côté francophone et il y a maintenant, 5 ans, en 2020-21, j'ai lancé ma formation pour, justement, initier des personnes à ces pratiques-là et former des facilitateurs, donc ce que moi j'appelle des éco-facilitatrices qui peuvent maintenant, proposer ces ateliers-là aussi et ces pratiques-là dans n'importe quel milieu. Mmh. Et entre-temps, aussi juste pour, dire que j'ai quitté la ville, en même temps, maintenant j'habite à la campagne. Tu as absolument tout revu dans ta vie. Oui, Ton lieu de vie, ta vie professionnelle, ta manière de ton rapport aussi au monde, tu as tout remis à plat. Ouais. oui, Mmh. oui, Et tu parlais tout à l'heure, oui, d'une crise d'éco-anxiété. Alors effectivement, qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété? Parce que ça fait souvent les grands titres des journaux, il y a plein d'articles qui paraissent dans les revues, mais bon, je pense qu'encore une fois, c'est un mot un peu générique dans lequel on met beaucoup de choses et qui vient aussi cristalliser, peut-être, un ensemble de symptômes, un mal-être chez l'individu voilà. sans peut-être encore une fois Mmh. remettre en question, le contexte et l'environnement et la société dans laquelle ça arrive. Ouais. Voilà, tout Mmh. à fait. Je trouve ça assez intéressant que le mot qui a été «choisi» entre guillemets, par les médias, par les politiques, de nouveau remet la entre guillemets «la faute» sur l'individu et c'est de nouveau sortir un peu du problème systémique pour dire: Finalement, ce sont les éco-anxieux et les éco-anxieuses qui ont un problème et qu'il faut soigner». C le terme vraiment on peut pas soigner l'éco-anxiété, je vous le dis tout de suite. D'abord parce que c'est pas une maladie, c'est pas un trouble de l'anxiété, c'est vraiment différent du trouble de vraiment alors ça peut devenir un vrai trouble de l'anxiété, mais c'est pas du tout ça et donc moi je préfère
appeler ça soit une éco-sensibilité ou ce sont seulement les émotions écologiques. En fait, ça va regrouper toutes les émotions qu'on peut ressentir par rapport à ce qui est en train de se passer dans notre environnement. Et moi, c'est une grande dame de l'écologie profonde qui est décédée cette année, en juillet 2025, Joanna Macy, qui a cette très, très belle phrase qui me dit: «Mais finalement, toutes ces émotions, elles nous parlent de notre amour pour le monde». Et donc c'est normal que quand notre environnement ne va pas bien, si on aime le monde, de ressentir des émotions qu'on va appeler désagréables ou difficiles par rapport à ce qui est en train de se passer. Oui, «décentre», entre guillemets, la problématique, ouais. Mmh. Et c'est réhabiliter aussi le vécu que l'on peut avoir, de se sentir, anxieux, déprimé, triste, en colère de ce que l'on observe, de ce qu'il se passe, dans le monde. Mmh. Mmh. Oui et du coup, c'est une autre façon de voir ses émotions. D'abord, c'est très déculpabilisant de se dire: «Bah, en fait, c'est» alors j'aime pas le terme normal, mais oui, c'est un peu normal de ressentir quelque chose par rapport à ce qui est en train de se passer. Et puis ça nous invite aussi plutôt que d'essayer de les calmer ou de les gérer ou de les soigner, un peu j'ai cette image de on va les mettre un couvercle dessus pour, ne plus s'en occuper. Au contraire, de dire: «Ben, en fait, elles ont un message, elles me disent quelque chose, elles me disent que je tiens à la vie sur terre, et je peux leur offrir de la place». Et comme beaucoup de choses sont inversées en ce moment, c'est comme s'il devenait pathologique de s'inquiéter ou d'être triste ou en colère de ce qu'il Mmh. se passe et de la destruction du vivant. Il y a quelque chose de stigmatisant à être, traité d'éco-anxieux. C'est un terme d'ailleurs qui est apparu ces dernières années. Oui, on a commencé à le voir, je pense, dans les années 90 à peu près, Ah quand quand même. même, On a commencé. Maintenant oui, comme je disais en 2012 quand moi, on n'en parlait pas encore du tout. Là, c'est vrai que ça fait à peu près, je dirais 5 ans, on commence vraiment à l'entendre, de plus en plus. mais qui est mal utilisé. Tout à fait, ouais. Mmh. C'est encore une catégorie aussi que l'on crée de citoyens, des éco-anxieux. Oui et de nouveau remettre la faute sur l'individu, alors qu'on ne remet pas en cause, le système dans lequel on vit. Et toi, quand avec toutes donc ces nouvelles formations, qu'est-ce que tu proposes concrètement dans tes accompagnements? Alors je pense que le plus important, ce que je propose, au début d'abord, c'est de conscientiser ses émotions et de les accueillir, de leur faire de la place, de s'autoriser à les ressentir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent plus à les ressentir parce que comme il y a pas, j'ai vu ça chez beaucoup de jeunes, comme il y a pas d'espace pour pouvoir les exprimer ou pouvoir en parler, hem et ben, finalement, on ne s'autorise plus à les ressentir. On devient un peu comme, anesthésié et et ce qui se passe, en fait, c'est que si je ne m'autorise pas à ressentir une émotion qui peut être désagréable ou difficile, je ne vais plus ressentir non plus de vraie joie ou de vrai bonheur. Donc on devient un peu, oui, vraiment, un peu comme, on ne ressent plus rien. Et moi, j'ai parfois des jeunes qui me disent: «Mais moi, j'ai plus d'émotions». Et en fait, si on va voir un peu plus loin, c'est qu'ils avaient sûrement une certaine sensibilité et moi, j'ai vécu ça avec mon fils, donc c'est aussi ça quelque chose qui m'a mis en chemin. C'est mon fils était un petit garçon hypersensible par rapport à l'environnement et quand il a eu 12-13 ans, on lui a montré le film de Yann Arthus-Bertrand, Home et Une vérité qui dérange de Al Gore, sans rien, sans explication derrière, sans les mettre en action, sans ouvrir d'espace, ne fût-ce que pour parler de ce qu'il ressentait. Et donc il est rentré à la maison, il m'a dit: «Mais c'est fini, de toute façon ça sert à rien. Enfin, tout ce qu'on fait, ça sert à rien. On est foutus», comme on en parlait justement. Mmh. Heu et du coup, il s'est coupé complètement de ses émotions. C'était fini. Oui, il a été certainement choqué et en état de sidération. Ouais. Il a été violenté par, les images qu'il a pu voir, les propos qu'il a entendus. Effectivement, comme dit, il y a pas eu d'espace pour reprendre ensemble, ce qui a été vu, entendu. Ouais, c'est resté à l'état Mmh. de peut-être même de trauma, en fait, Un peu, oui. mmh. Et du coup, ben, maintenant, on commence à petit à petit en reparler et commencer à retravailler ça. Mais donc c'est pour ça que la première chose que moi je propose, c'est vraiment un espace où on peut exprimer ce genre d'émotions. On peut et ça se fait souvent juste par un cercle de parole où c'est aussi très puissant d'entendre une certaine résonance. Un peu ce que je t'ai expliqué quand moi je suis arrivée au collège, de me dire: «Mais je ne suis pas toute seule, je ne suis pas folle», mais c'est d'offrir ces espaces-là pour les autres.
Ça, c'est vraiment le cœur du travail, j'ai envie de dire. Et tu interviens auprès de qui, par exemple? À qui tu proposes ces cercles? Ça dépend. Maintenant, je travaille quand même plutôt avec des adultes et j'accompagne des étudiants aussi, mais des étudiants dans l'enseignement supérieur. Et oui, c'est ça, parce que j'ai fureté un petit peu aussi sur ta bio Insta et tu as écrit: «Je relie soin de soi et soin de la planète pour que les éco-sensibles trouvent leur juste place». Donc éco-sensible, on comprend que c'est ton appellation pour, les éco-anxieux, voilà, que tu préfères Voilà. appeler Ouais. éco-sensible. Relier soin de soi et soin de la planète, oui, parce que les choses sont beaucoup trop dissociées actuellement. Mmh. Donc c'est ça que tu fais, c'est vraiment un travail Et de reconnexion. pendant très longtemps et encore maintenant, mais je me suis un peu sortie, je veux dire, du système, enfin de ces groupes, mais ce que j'avais observé, c'est qu'on a d'un côté ce que je vais appeler, tout le groupement du développement personnel. Hein, tout ce qui serait pratique de bien-être, en fait, et de développement personnel, qui finalement peut, heu, devenir très centré sur soi, très auto-centré, hein. Donc je prends soin de moi et moi passe après tout le monde, enfin moi passe avant tout le monde, pardon, plutôt comme ça. Et de l'autre côté, on a les activistes qui se brûlent les ailes parce qu'ils sont tellement dans le don et dans le «moi je ne compte pas» quelque part. Et donc ça, c'est vraiment les 2 extrêmes et je me suis dit: «C'est beh, en fait, on devrait trouver quelque chose entre les 2 parce que ni l'un ni l'autre n'est juste, mais non plus ne fait de vraiment de bien, ni à la communauté des humains, ni à la communauté du reste du vivant. Et donc c'est pour ça que je dis: «Beh, il faut vraiment trouver un équilibre». Oui, c'est important de prendre soin de soi pour pouvoir continuer à prendre soin de la planète et c'est important de prendre soin de la planète tout mais il faut aussi prendre soin de soi. Mmh. Parce qu'on ne rend pas service au reste du vivant si on est en burn-out tous les 6 mois. Et tu parles de bien-être, j'ai bien aimé un post aussi que tu as fait sur, l'injonction de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, de partir en retraite au bout du monde, de effectivement, je l'avais pas non plus perçu comme ça, mais il y a aussi à composer avec ça. Oui, on est aussi, il y a aussi un peu cette injonction au bonheur ou à aller bien, en fait. Et là, bah, ça rejoint ce que je te disais du coup, il n'y a pas d'espace pour ces émotions moi, je parle pas d'émotions négatives parce qu'elles sont toutes positives, mais d'émotions qui sont désagréables et on le voit, par exemple, aussi, je parle, parfois de deuil où on dit: «Ben, voilà, si vous perdez quelqu'un, ben, on vous offre 15 jours» où là, c'est OK de pas aller bien, mais après un moment, on dit: «Bon, ben, c'est bon, il est temps de passer à autre chose», quoi. Donc il y a un peu cette injonction à il faudrait toujours aller bien et de ne pas s'offrir l'espace dont on aurait besoin parfois pour juste s'autoriser à pas aller bien, en fait. Et moi, Mmh. maintenant, c'est pour ça que je dis on ne guérit pas de l'éco-anxiété parce que je suis toujours éco-anxieuse, enfin et je m'autorise des journées où bah, je vais, peut-être basculer dans le désespoir ou, m'autoriser à aller là aussi. Parce que je sais que sinon, si je m'autorise pas, ça va me revenir dans la figure à un moment ou à un autre, certainement, exposant 10. Donc je préfère me dire: «Ben non, voilà, aujourd'hui ça va pas, il y a trop de mauvaises nouvelles, c'est trop dur» et m'offrir ces espaces-là. De se laisser traverser par ces émotions-là, sans non plus y Tout à plonger fait. littéralement et d'y rester aussi enquisté. Ouais. Au risque de tomber dans la dépression, par exemple. Et pour la petite anecdote qui n'en est pas une, tu parles du deuil, tu sais que dans la nouvelle classification des troubles mentaux, le processus de deuil, on considère qu'il serait normal, enfin qu'il faudrait faire le deuil en 1 mois et qu'au-delà de 1 mois, bah, ce serait considéré comme pathologique. Donc tu vois, on en est là aujourd'hui. C'est Ça, c'est un gravissime, problème. c'est Ouais, ça, c'est un gravissime. problème. Il Ouais, y a ouais. aussi cette fameuse, parce j'en parlais avec, certaines des participantes de la formation, de cette fameuse courbe du deuil, qui en fait n'a pas du tout été faite pour le deuil. Non. Non, mais qu'on a dit: «Beh, voilà, ça c'est les phases du deuil». En fait, c'est pas juste du tout. On ne ressort pas du deuil et moi il y a 2 ans maintenant, j'ai perdu, une de mes meilleures amies. C'était très dur et une autre amie m'a dit: «Mais tu vas voir, le deuil est cyclique» et quand elle m'a dit ça, maintenant, parfois, il y a des vagues de deuil qui remontent même après 2 ans où le manque est terrible et comme j'ai ces phrases et c'est cyclique, c'est normal que ça revienne, c'est normal. C'est pas du tout linéaire, c'est pas une courbe, c'est un cycle et il faut, oui, juste s'autoriser à dire: «Ah ben voilà, c'est normal que ça revienne».
J'ai plusieurs fois là le mot étouffer qui me vient. Tu vois? On étouffe nos émotions, on étouffe Tout à le fait. mal-être. On n'a pas le droit effectivement, peut-être au bout de 2 ans, de dire que: «Bah oui, là je suis triste, là elle me manque». Ouais, Et on ne s'y autorise peut-être même plus parce qu'on se sent pas écouté ou reconnu, dans cette émotion-là. Ou quoi nous dire: «Oh tu en es, encore là, ça va, passe à autre chose, ça fait oui, 2 ans». Bon, ben voilà, sauf que ça reste des vécus subjectifs, mais pour dire que tout est psychiatrisé aussi. ouais, Appelons peut-être les choses, plus, avec plus de douceur. C'est vrai que la notion d'éco-sensibilité, elle résonne déjà différemment que éco-anxiété. De suite, on a envie aussi de médicamenter, beh, exactement, oui, de soigner, le de trouble. Ouais, 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 et dans cette phrase donc tu disais donc: «Je relie soin de soi et soin de la planète pour que les éco-sensibles trouvent leur juste place». Alors, être à sa juste place, qu'est-ce que c'est pour toi? Tu l'as dit donc quand tu es arrivé arrivé à l'université là en Angleterre, oui. donc plusieurs fois. Tu t'es senti concrètement, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi ou dans ta Alors, tête ou il y a 2 choses, je pense, dont j'ai envie de parler. La première, je pense que l'être humain, il a un profond besoin d'appartenance et donc on a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu et d'être compris, comprise. Et ça, c'est important et il y a ça quand on se trouve à sa place, il y a cette notion d'appartenance, de dire: «Ah oui, non, c'est ici, je suis chez moi, où je me sens bien, je suis entourée de personnes qui me comprennent, de personnes qui m'écoutent». Donc il y a cette partie-là, de se sentir à sa place et puis autre chose qu'il y a dans cette phrase, c'est qu'en écologie profonde, on parle je réfléchis comment est-ce que je vais l'expliquer au mieux? Que chacun, chacune, on a un don en particulier. On pourrait dire qu'on a une place à occuper dans la toile de la vie. On vient avec ce qu'on pourrait appeler notre raison d'être ou notre mission de vie. Et du coup, beaucoup de pratiques que je propose sont, beh, qu'est-ce que moi je suis venue faire? Et il y a quelque chose face aux crises auxquelles nous faisons face qui moi m'a soulagée, c'est de me dire: «Voilà, mais moi, je sais que je suis bonne à faire ceci». Et j'ai confiance que cette autre crise ou cette autre chose qui est en train de se passer, quelqu'un d'autre va s'en occuper parce que c'est «son job» entre guillemets ou c'est son talent ou c'est à elle ou à lui de s'occuper de ça. Et du coup, comme on est face à des polycrises, hein, il faut bien le dire, il y a quelque chose de oui, c'est un peu comme un soulagement de se dire: «Beh, finalement, moi, je vais me focaliser sur ce que je sais bien faire et si moi je fais ça au mieux et si chacun fait au mieux ce qu'il a à faire, on va s'en sortir». Mais je peux pas m'occuper de tout. Sinon, de nouveau, burn-out, je me brûle ouais. les ailes, j'en fais Mmh. trop, et donc c'est un peu ça, c'est pour que chacun, chacune trouve, et j'ai cette image aussi qui me vient de un peu de point de levier là où est-ce que moi je vais aller, m'incruster ou savoir avoir un impact et quelqu'un d'autre va aller ailleurs et si on le fait tous et toutes ensemble, bah, peut-être qu'on va réussir à changer les choses. Mais tu parles de talent, moi j'aime bien aussi parler de zone de génie, mais Oui, encore faut-il pouvoir le reconnaître et avoir suffisamment voilà. confiance en soi pour dire: C'est là où j'excelle, c'est là où je peux apporter quelque chose». Voilà, il faut arriver aussi à pouvoir, comment Oui, dire? Avoir aussi suffisamment d'humilité, aussi de confiance pour pouvoir dire: «Là, OK, là, c'est là, c'est ça». Mmh. oui, et notre système éducatif n'aide pas. Il n'est pas du tout, designé, j'ai envie de dire comme ça. Il Mmh. n'est pas designé pour ça. Il est au contraire, fait pour que toutes et toutes on ait les mêmes compétences. On ressorte avec les mêmes compétences et j'ai cette image, toujours que j'aime bien partager sur l'éducation. Au lieu d'essayer d'aider l'enfant ou le jeune à trouver le diamant qu'il a à l'intérieur de lui, on les voit comme des vases, vides qu'il faut remplir. Au lieu d'aller les aider à chercher ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, on les on les bourre de savoir. Oui, il y a aucune personnalisation, plutôt une uniformisation effectivement, Voilà. ouais, de tous, quoi. Et à quel moment précis tu te rappelles, toi, t'être dit: «Ah oui, c'est ça que je sais faire et c'est ça que je vais faire»? C'est encore en chemin, mais assez vite, je me suis dit que oui, enfin, hem, ayant l'enfance que j'ai eue, les expériences que j'ai eues, assez vite, je me suis dit: «I mon job, quelque part, c'est de réparer un peu ce lien qui a été détruit, déchiré entre les êtres humains et le reste du vivant».
Donc très vite, j'ai su que c'est là que je devais œuvrer et puis après ça peut prendre plein de formes différentes. Donc je pense le 1er pas, c'est de trouver où est-ce qu'on veut œuvrer et puis après il y a encore évidemment tout le travail de quelle forme je vais lui donner. On a parlé un peu de l'éco-psychologie. Si tu devais essayer de définir ou d'expliquer ce que c'est, alors peut-être qu'on l'a déjà fait jusqu'à présent Un finalement Ouais, un sans se petit peu. rendre compte qu'on en Ouais. parlait en fait. Hem, alors là, moi j'aime bien, citer, Carl Jung qui serait le 1er éco-psychologue. C'est vraiment le 1er qui a pointé du doigt le fait que l'état de notre psyché quelque part, notre santé mentale dépendait de la santé de notre environnement et en fait l'éco-psychologie c'est ça, c'est de faire ce lien entre, heu, ce que je ressens et ce qui se passe autour de moi et on peut pas séparer, enfin pour moi, on peut pas séparer notre santé mentale, à la santé du monde. Et alors quand on entend ou c'est aussi quelque chose que j'ai pu dire, mais ce qui est à l'extérieur de soi est un reflet de ce qui est à l'intérieur de soi. Est-ce que tu es OK avec ça et ça va un peu dans le sens de l'éco-psychologie ou pas vraiment? Oui, ça Oui? peut, ça peut. Parfois dans des pratiques, que je propose où la j'aime pas parler de la nature, mais le reste de la nature ou le monde naturel est un excellent miroir. Donc oui, on va être attiré ou on va voir à l'extérieur ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Donc par exemple, pour la petite histoire, au moment où j'étais vraiment dans ma bifurcation, où je savais pas trop vers où j'allais ou ce que j'avais vraiment du travail de compostage à faire, d'abord de ma vieille personnalité, ma vieille vie, j'ai envie de dire, et j'étais toujours attirée par les troncs qui étaient en train de moisir ou de pourrir, et l'odeur de la dans la forêt des feuilles mortes et c'était vraiment ces endroits-là qui m'attiraient. Donc il y a ça, on va souvent être attiré par des images qui nous parlent de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Donc pour ça, oui, le monde naturel est un excellent professeur. Donc soyons un peu plus observateurs, Ouais, ce sur quoi notre attention se fixe alors. oui, voilà, tout à Ouais, fait. Ouais, ouais. ouais. Alors tu fais plein de choses pour nous aider ou pour aider les éco-sensibles. Donc tu as écrit un livre, alors que tu as intitulé, je pense pour être mieux Oui, référencé, «Éco-anxiété, des clés pour agir». Bon ouais, j'imagine que tu alors je ne l'ai pas lu, je l'avoue, mais j'imagine que tu aides peut-être concrètement à passer à l'action? oui, Ouais. oui, dans le livre, je propose des pratiques, concrètes pour transformer ses émotions et pour pouvoir ensuite, passer à l'action. Donc en fait, parfois, ce que j'invite à éviter, c'est de directement passer à l'action sans prendre soin des émotions. Parce que là, alors oui, il y a plus de risques de somatiser et que ces émotions, elles aillent se manifester, autrement. Je dis toujours une émotion, elle a un job à faire et si elle le remplit pas, elle va rester, elle va amplifier son message jusqu'à ce qu'il soit entendu. Et donc dans le livre, c'est pour ça que je propose différentes pratiques pour d'abord prendre soin des émotions et puis ensuite pouvoir passer à l'action. On le trouve, où? Partout, je pense. Partout? Là où vous trouvez vos livres. OK. Et à quel moment est-ce que tu as eu, besoin de l'écrire ce livre? Ah, ça a été une invitation. Je pensais pas l'écrire si vite ou comme ça. Et puis, c'est suite à un article qui est paru parce que sur le travail que je faisais justement avec les étudiants, et étudiantes de l'INP de Toulouse où, justement parce que là, c'était dans un master où ils avaient fait appel à nous parce qu'effectivement il y avait beaucoup d'éco-anxiété et après ça, on m'a proposé d'écrire un livre donc je me suis dit: «Bah oui, pourquoi pas, allons-y, on verra bien». Donc tu as vécu cette expérience-là. Oui. Ouais. Quel souvenir tu en gardes? De formaliser à l'écrit ce que tu mettais en pratique dans ton Oui, quotidien ou essayer de transmettre? J'imagine que c'est un exercice, je sais pas si tu étais habituée à écrire jusque-là? non et puis c'est venu, ça a été assez fluide. Ça a été une chouette expérience. Je me souviens, d'abord de faire des recherches. J'aime beaucoup en fait. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est prendre des idées, des concepts et les formaliser. Donc c'était une belle expérience pour ça, de commencer à rechercher de plus en plus et puis trouver la façon de pouvoir le transmettre. Peut-être que le vivant t'a aidé à
à Bien sûr. formaliser, tout ça. Je dis: «Est-ce que je peux le dire sur un podcast?» Mais oui, je n'ai pas écrit ce livre toute seule. Ah, j'avais eu un invité qui nous avait expliqué tout son processus d'écriture et comment, Ah oui, il avait utilisé l'écriture, intuitive, écriture intuitive, ouais. intuitive et comment l'écriture intuitive l'avait aidé à mettre sur papier donc tout le concept qu'il avait d'entreprise consciente. Il avait 5 piliers Ah fondamentaux, oui. enfin il avait voilà tout un lui c'était autour de l'entrepreneuriat conscient Mmh mh. et de dire, très ouvertement avec beaucoup d'authenticité, bah, comment ça s'était manifesté à lui, comment Mmh. ça l'avait aidé, comment il avait formalisé ça et je trouvais ça aussi, intéressant, aussi de comprendre, le processus de création, comment ça se passe, en tout cas comment ça s'était passé pour lui, à ce Mmh. moment-là, donc merci aussi de nous partager ça. Non, mais ça dit qu'on n'est pas seul. Voilà, Non, je il pense y a oui. bien des choses qui nous Mmh. dépassent et on n'est pas seul. On peut, voilà, il y a peut-être d'autres choses, qui nous dépassent et qui sont, peuvent venir à nous aider à œuvrer dans ce monde, si on Oui, arrive à s'y connecter. je me souviens, il y a un très beau, c'est une vidéo d'Elizabeth Gilbert qui avait écrit, Mange, prie, aime, Mmh. où elle parle de la créativité et elle dit: Ça n'est que très récent en fait on se dit que la créativité elle est à l'intérieur de nous». Avant, les Grecs ils avaient les muses. On avait Mmh. le génie qui cherchait quelque part un véhicule, heu et que oui, dans notre société tellement, égocentrée, on imagine que je suis la seule à pouvoir écrire ce livre, mais en fait, non, il y a certainement des muses qui sont venues à moi et qui m'ont aidée. C'est elle qui a écrit alors j'avais son livre, je me rappelle plus du titre, qui parle de l'inspiration et qui explique tout le Oui, processus de l'inspiration et j'avais trouvé ça hyper intéressant de oui, il y avait quelque chose aussi de magique dans ce qu'elle racontait, mais d'arriver à se représenter, comment effectivement une idée pouvait venir, se voilà, présenter à nous et que si on s'en saisissait pas suffisamment rapidement, peut-être qu'elle s'était aussi présentée à quelqu'un d'autre à quelqu'un d'autre. et qu'on pouvait avoir le sentiment que ce quelqu'un d'autre nous avait volé notre idée, mais en fait, c'est parce que nous, on n'avait pas su peut-être la saisir au Oui, moment même où elle s'était présentée à nous et j'aimais bien oui, de l'idée d'arriver à comprendre d'où vient l'inspiration. Comme s'il y avait une oui, bibliothèque là universelle auquel on avait tous accès, enfin il y a que les idées viennent nous chercher ouais. et je me souviens dans cette vidéo, elle parle, j'oublierai jamais cette histoire je pense que c'était Tom Waits qui est en voiture et tout d'un coup, il y a une mélodie qui lui vient. Et il voit que mais il conduit, il a rien pour écrire, il a rien pour noter donc il parque la voiture et puis il dit: «Beh, écoute là, tu vois bien, j'ai pas les moyens quoi, donc va embêter quelqu'un d'autre, Leonard Cohen ou va chercher, mais là moi c'est pas le moment» et Ouais, c'est ouais, il y a quelque chose, c'est très humble finalement. C'est une belle leçon, d'humilité. ça nous appartient pas. On Non, peut se l'approprier ou on n'est que le véhicule pour transmettre des idées finalement. ah, tu as fait référence au podcast. Tu as aussi créé un podcast qui s'appelle Dans la nature des choses. Donc tu multiplies les supports de communication, donc l'écrit, l'oral. Ça fait quelques mois que tu as créé ton podcast, si je me trompe pas? Ouais. Oui, oui. C'est quoi ton intention? Tu as un site internet, tu es sur les réseaux, tu as un podcast, tu as écrit un livre, tu proposes des formations, tu fais énormément de choses. C'est quoi Hem l'intention derrière tout ça? Mais c'est joli parce qu'on est en train de faire une boucle, tu as mentionné comment tu m'avais trouvé à travers les mots que je partageais. Une des un des enseignements que j'ai suivi sur l'éco-psychologie dit que souvent, notre, zone de génie comme tu l'appelles, elle est dans ce qu'on un peu dans nos blessures d'enfant ou dans ce qu'on disait qu'on savait pas bien faire et la communication a toujours été quelque chose de très compliqué pour moi. De mettre des mots sur mon ressenti ou sur ce que je vivais, de trouver les mots justes et du coup, peu à peu, je suis en train de me dire: peut-être que la communication, en fait, c'est vraiment là où j'ai quelque chose à apporter, de pouvoir mettre des mots sur ce qui est difficile à exprimer et donc c'est passé par le livre, c'est comme ça que j'explore différents moyens, différents canaux de communication pour voir ce qui résonne le mieux et je pense que j'ai lancé le podcast parce que ce que je vois à l'heure actuelle, les gens lisent de moins en moins. Et le podcast reste un média qui est quand même encore très utilisé. D'ailleurs, j'en consomme aussi beaucoup, donc je me suis dit: «Bah, peut-être». Oui, oui, c'est une réalité, les Voilà. chiffres sont grandissants en termes d'écoute et de on voit bien d'ailleurs l'explosion, même de la cré enfin du nombre de podcasts créés. Alors, très peu, survivent, je crois que c'est on est
1% à dépasser les 23 épisodes OK. parce que, bah, comme tu le sais, ça demande Ouais, énormément de temps, d'investissement, de travail dont on se rend pas forcément compte quand on n'a pas mis les mains dedans. ouais, C'est pas le tout d'appuyer juste sur enregistrer et puis on discute et mais c'est vrai que c'est un média en tout cas qui a le vent en poupe alors qui a tendance aussi à se développer en vidéo, mais pour moi ce n'est pas un podcast comme je te non, le disais, mais il n'empêche que c'est en tout cas un média sur lequel il y a, aussi une liberté d'expression. C'est aussi un espace qui nous est propre et qui nous appartient et qu'on peut, déployer aussi à l'infini, dans les formats qu'on peut proposer, dans des versions solo, interviews, ouais, des séries, des épisodes, animés. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire aussi donc c'est un espace de parole supplémentaire, d'expression. Mmh. oui, tout à Mmh. fait, oui. Ouais. Oui, oui. Et puis je pense que je commençais à être, hem j'ai essayé le blog, mais j'aime vraiment bien le format interview, de pas être la seule, pas que ce soit toujours que ma voix qu'on entende. Donc j'aime bien ça du podcast parce que c'est vrai que j'avais essayé le blog, mais finalement, je dis: «Bah, si finalement, c'est jamais que mon point de vue». C'est difficile alors de mettre un interview vraiment, sous forme de blog et puis je pense que je commençais à être frustrée aussi, bah, finalement sur les réseaux sociaux, c'est très court, c'est du format très court. Je pense que ce dont nous parlons là, ce lien, au reste du vivant, c'est un message qui est très important pour moi et j'ai besoin qu'il soit répété encore et encore et encore. Mmh. Et le podcast, est-ce qu'il a lui une intention à part, par rapport à tous tes autres supports de communication? Donc tu dis Non, c'est dans la tu même y lignée, proposes, ouais, ouais, des interviews ouais. et les personnes que tu interviewes, comment dire? Quel est leur point commun, comment tu les Bah, choisis? je vais chercher des personnes qui ont un lien particulier avec, le reste de la nature ou qui ont fait ces expériences-là. Donc soit des écopsychologues, j'ai interviewé notamment, l'architecte dont je parlais au début, Lux Queten. Donc différentes, personnes, personnalités qui ont ce lien sensible et particulier avec le reste de la nature. Et aussi savoir comment eux, ils le vivent, eux et elles le vivent au quotidien. Comment est-ce qu'on vit avec cette sensibilité-là dans ce monde-ci? Parce qu'on est nombreux à avoir cette Oui. sensibilité-là. Et de plus en plus et je pense que c'est pour reparler des éco-anxieux et éco-anxieuses, même si c'est pas le bon terme, un quelque chose qu'on voit très souvent, c'est l'isolement, en fait. C'est de ne se ce dont je parlais aussi, ce besoin qu'on a d'être compris, et que beaucoup ne se sentent pas compris. Et donc ça, c'est la force de pouvoir mettre des mots et c'est ce que je vois, par exemple, avec, les réseaux sociaux et en particulier mon compte Instagram. Quand je publie quelque chose, j'ai souvent le retour de: «Oh mon Dieu, ça fait du bien d'entendre ça, je me sens moins seule». Tu disais être aussi une facilitatrice, tu facilites aussi, la prise de parole, de pouvoir aussi, bah, dire ce que l'on Oui, ressent et dire qu'on est voilà, on est moins seul aussi grâce à toi. Moi, je t'ai invité aujourd'hui parce que, bah, j'avais décidé moi de donner la parole aux acteurs que je disais du nouveau monde. On va essayer de le conceptualiser d'une manière, donc j'avais intitulé ça comme ça. C'est quoi pour toi le nouveau monde? c'est une belle question. Je pense que je rêve d'un monde où on vivrait en harmonie avec le reste de la nature. Un courant que j'adore et que j'invite les auditeurs et les auditrices à aller, chercher, si vous ne connaissez pas encore, c'est le mouvement solarpunk. Donc c'est un peu toutes ces fictions, qui commencent, à naître sur, ce mouvement plutôt low-tech où on arriverait à vivre en restant en harmonie, en ne détruisant pas le reste du vivant. Et puis il y a un monde aussi où, j'aime bien dire ça, où un arbre a une valeur en soi. Pas parce qu'il a une utilité pour l'être humain, mais un arbre est un arbre et il a de la valeur sans, le fait que, bah, je puisse en faire du bois pour me chauffer ou je puisse en faire du papier ou non, c'est juste un arbre. Tu penses que c'est possible? J'espère que c'est possible. Il Et y a ce comment est-ce très que beau film, pardon, ouais, non, ce vas-y, très beau film qui m'a marquée aussi quand j'étais jeune, c'est La Belle verte. Je sais pas si, tu connais? Mais ça c'est le nouveau monde. et ce film, il a une quarantaine d'années. Il est Je des pense, années hein. 80. Ouais, fin 80 je crois, ouais. Elle était visionnaire. Et toi, comment tu penses que tu participes à faire que nous puissions vivre plus en harmonie avec le vivant? Beh, je pense qu'en faisant vivre, ce que moi j'appelle, ces expériences profondes dans le monde naturel,
il y a quelque chose qui se passe. Parfois, j'invite les personnes à passer, 4 heures seules dans la forêt, voir ce qui se passe et il y a quelque chose qui se passe et j'ai cette phrase: «On ne peut pas prendre soin de quelque chose qu'on connaît pas». Donc c'est un peu ça, je pense que je fais à travers la communication, c'est d'inviter à prendre conscience, à connaître de plus en plus le reste, du vivant. Son environnement, ça peut commencer par son jardin, de savoir quels sont les habitants autres qu'humains dans mon jardin, à quelle période est-ce qu'ils nichent, enfin, un peu quel est leur cycle de vie et peu à peu, je pense que l'être humain est fait de telle manière que on ne peut que prendre soin de quelque chose qu'on aime ou de quelque chose, qu'on connaît et donc c'est vraiment cette invitation à construire des relations avec les autres qu'humains pour petit à petit commencer à en prendre soin et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, c'est de se dire on prend soin des choses qu'on aime et donc il y a ce travail qu'on a à faire de comment est-ce qu'on retombe en amour ou amoureux, amoureuse du reste de la nature. Oui, tu parlais aussi d'émerveillement, je crois, quand tu étais petite. C'est comment si on arrive peut-être à reconnecter cette émotion-là, cet état-là qu'on a pu peut-être avoir perdu. Alors si toi, Bien tu sûr. invites les gens à aller passer 4 heures dans la forêt et puis de voir ce qui se passe, moi, régulièrement, depuis que je travaille à la ferme, j'invite les gens ne serait-ce qu'à remettre les mains dans la terre et voir aussi ce qui se Qui se passe. passe. Oui, parce que je crois que, tu vois, même s'il me semble être connecté, alors connecté aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, connecté à du moins être sensible en tout cas, à la nature. Là, j'ai l'impression en tout cas de m'être reconnectée vraiment à cet état d'émerveillement. Il y a pas très longtemps, j'ai parlé d'extase, c'est extrêmement fort. Je vais juste te donner l'exemple. J'étais avec une collègue sous la serre, on s'occupait de ramasser des tomates et je la remercie du travail qu'elle avait fait parce qu'elle est arrivée il y a quelque temps, à la ferme et elle a eu, une tâche principale un peu barbante pour elle à la ferme, mais il n'empêche, c'était de s'occuper de tous les pieds de tomates, de les tailler. On les a vus repartir, enfin grâce au travail qu'elle a fait, voilà, elle a pris soin de chaque pied, de voilà, de permettre aussi à ce qu'il y ait un peu plus d'énergie vers le haut des plants parce que les nouvelles tomates étaient en haut des plants et on a vu repartir les tomates et les tomates même rougir, enfin et moi je lui ai dit que j'étais en extase de voir tout le travail qu'elle avait réalisé et de voir que là, il y avait une forme aussi de récompense et que c'était quand même fabuleux de voir ce que nous étions en capacité de pouvoir, faire et ce que la nature était en capacité de pouvoir nous donner quand on prenait soin d'elle aussi et donc mais oui, j'ai utilisé le terme d'extase, alors c'est très fort Ouais. mais voilà, juste en étant, voilà, les mains, dans la terre, dans une serre et pour moi, c'est l'essentiel et Mmh. j'en avais pas pris conscience, au moins aussi peut-être que je m'étais déconnectée de ça, Mmh. on va dire ces dernières décennies mais et puis aussi d'être en gratitude, de pouvoir me dire: «Moi, j'ai la chance tous les jours de côtoyer cet environnement-là». Il y a des personnes qui ne voient pas un seul arbre, de la journée. Oui. D'ailleurs, tu avais noté au départ que tu étais guide de reconnexion, c'est ça, à la nature, donc c'est bien ça, en fait. Et après quand on parle Oui. effectivement de connexion, finalement, on dit quoi? Être connecté, c'est à nouveau être touché par ce que l'on voit ou Non, pour moi, c'est être en relation. C'est vraiment entretenir une relation. Ça peut passer par, comme je le disais, son jardin, l'endroit où on est. Quels sont les autres êtres vivants qui, habitent avec moi? Et entretenir une relation comme j'entretiens une relation avec, un être humain. Donc c'est-à-dire, par exemple, à la ferme où moi j'habite, j'ai mon arbre et quand ça fait 2 mois, parce que parfois ça arrive, c'est 2 mois, j'ai pas été lui rendre visite, je me sens un peu, pas bien quoi, comme quand ça fait 2 mois qu'on n'a pas été voir, une amie ou un ami. On a une famille d'écureuils qui habitent, p près de la maison, on les connaît, c'est nos voisins, nos voisines. C'est ça en fait, c'est entrer en relation, prendre le temps et forcément ça prend du temps. Mais comme n'importe quelle amitié, n'importe Mmh. quelle relation, ça prend du temps, mais c'est cultiver des relations et c'est pour moi, c'est ça être connecté et parce qu'une fois que du coup, on va être beaucoup plus, tu en parlais, on va être plus attentif et attentive à notre environnement, à ce qui se passe. Commencer à ressentir, tiens, voilà, peut-être qu'on va commencer à ressentir et à voir les effets du changement climatique et se dire: il y a quelque chose qui va pas et qu'est-ce qu'on peut faire?» et mais si on n'a pas conscience de ce qui se passe dans notre environnement, pourquoi est-ce qu'on changerait? Si on ne voit pas les effets, si on n'a pas conscience des effets, tout va très bien. Tu crois vraiment
que nous puissions avoir une action, une incidence, un impact sur le alors changement climatique, dérèglement climatique, Ouais, réchauffement climatique. Là aussi, on se perd un peu dans les intitulés. ça c'est une question piège, hein. Tu as le droit de pas répondre. Hem, je pense que l'effondrement, il a commencé, il est en marche. C'est très difficile à dire, mais la fenêtre qu'on avait, elle est en train vraiment de devenir très, très, très petite et je pense qu'il y a un mouvement que j'aime bien qui s'appelle l'adaptation radicale. Ça ne on peut plus seulement travailler au niveau des comment est-ce que j'appellerais ça? Les actions concrètes pour essayer d'enrayer le dérèglement climatique ou le changement climatique ou la perte de Mmh. la biodiversité, mais on doit aussi commencer très vite à mettre en place, ce qui va être de l'adaptation parce qu'on va devoir s'adapter. Oui. Parce que Mmh. le changement enfin voilà, pour moi, l'effondrement, il est là et maintenant c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place pour s'adapter plutôt que je pense qu'il est trop tard pour se dire: «Comment est-ce qu'on l'arrête?» Oui, plutôt comment est-ce qu'on fait avec les Voilà, changements que l'on tout à observe? fait. Effectivement, comment est-ce qu'on ajuste Comment on va peut-être nos s'adapter? cultures, Mais tout en essayant de préserver ce qui peut encore être préservé. L'un je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pas parce mmh, se dire: «Bon, ben, voilà, c'est inéluctable, adaptons-nous». Non, on doit continuer, parce que comme on dit, chaque dixième de degré fait une énorme différence. Donc il faut les 2. Mmh. oui, mais ce qui permet aussi de sortir de la culpabilisation qu'il peut y aussi avoir et du, «on est foutu», qui Voilà. immobilise aussi sur place et qui dit: «Mais de toute façon, voilà, qu'est-ce qui me reste? Autant mourir». Donc on tombe, voilà, dans Oui, l'anxiété, dans la le dépression et fatalisme cetera. Bon, et qui n'aide pas. eh oui, ouais, ouais. Non, non, Ouais, oui, ça non plus. tu as parlé de raison d'être tout à l'heure. Quelle est ta raison d'être aujourd'hui? Est-ce que tu l'as identifiée? Hem, oui, vraiment, moi, c'est, j'œuvre comme je peux pour, assurer, c'est ce que j'ai dit au début, ça n'a pas changé, assurer un avenir sain aux générations futures. Mais quand je parle des générations futures, c'est humain et autres qu'humain. Il s'agit pas que de mes enfants, mais Oui. de tous les enfants et de toutes les espèces. Et moi, ça parle donc comme je dis, ça passe par, véhiculer des messages, donc participer à des podcasts comme le tien pour faire prendre conscience qu'on doit préserver la vie et arrêter de détruire le vivant. Est-ce que c'est un des messages que tu as envie de transmettre? Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu avais envie de prendre la parole aujourd'hui? Oui, c'est chaque fois le message que j'ai envie de transmettre, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on fait pour, et il y a plein chacun a j'ai envie de dire parce que de nouveau, hein, c'est pas pour mettre la pression, pour mettre la culpabilité, c'est chacun à son échelle, chacun là où il ou elle est, dans ce qu'il ou elle est capable de faire. Qu'est-ce que moi je peux faire pour aujourd'hui préserver la vie et aujourd'hui m'assurer que les générations futures auront un avenir, une planète, viable? Tu prends souvent la parole? Parfois oui. Et quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui te guide comme valeur? Je pense qu'une des valeurs pour moi les plus importantes, c'est le courage et j'aime bien dire le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est continuer à agir malgré la peur et donc ça, c'est très important pour moi de continuer à être dans l'action et malgré l'incertitude aussi, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est ma plus grande valeur, c'est le courage et puis l'imagination et la créativité parce que c'est aussi comme ça qu'on trouvera des solutions. Et oui, quand tu parlais tout à l'heure d'imaginaire, je me l'étais noté pour y penser. Je pensais aussi aux nouveaux récits qui permettent aussi peut-être de tenir bon et de d'avoir, des perspectives peut-être plus optimistes et plus réjouissantes. Mmh. Oui, absolument. Est-ce que tu as d'autres projets sous le coude à venir? Hem, Un documentaire peut-être? Quelque chose non. comme ça? Non, si j'ai un projet là qui, mais, j'ai rejoint un groupe de recherche, avec le Schumacher College et j'ai vraiment envie de continuer ce que j'ai amorcé sur mon compte Instagram, c'est de trouver les mots qui inspirent le changement. Quels sont les mots que nous devons utiliser pour que les gens passent à l'action? Ouais, le pouvoir des mots, vraiment essayer d'explorer le pouvoir des mots. Tu as commencé? Je vais Avec commencer. tu vas Ouais. commencer. OK. Bon, je vais être attentive à ce que tu écris alors. Oui. Et c'est intéressant et comment est-ce que vous allez bon, tu peux pas nous dévoiler la recherche, mais mesurer ça?
C'est une recherche assez spéciale puisque le Schumacher College est assez particulier. OK. C'est vraiment une recherche par l'action. On est jugé, je vais pas dire, hem, c'est par nos écrits, en fait. C'est pas, ouais, mesuré ou jugé par, ce que je vais écrire Et oui, c'est et quels sont les indicateurs qui vont pouvoir permettre d'invalider ou de valider ton hypothèse qu'avec tel ou tel mot, il va y avoir, mais ça, c'est ce que je vais une découvrir. Ouais, invitation ouais, à ouais, ouais. voir, mais c'est parce que, je trouve assez intéressant que moi, les mots qui me viennent, ce sont toujours un vocabulaire j'ai envie de dire presque de guerre, enfin de révolution. Donc un peu tout ce vocabulaire de résistance, de révolution, de comment est-ce que donc on part au front, je vais plutôt rester derrière, les barricades. Enfin, c'est vraiment ce vocabulaire qui me vient quand je pense au passage à l'action et OK, donc j'ai envie de confronter ça aussi. donc tu vas le tester, enfin Voilà. l'expérimenter au Voilà, quotidien, OK. voir Mmh. comment les gens réagissent en fonction des mots que je propose. Mmh. Et des émotions que ça suscite aussi peut-être Oui alors? aussi, oui. Intéressant. Ben, on voit bien en tout cas le Voilà. pouvoir de la communication, comment Ouais. effectivement ça peut, nous influer et nous inciter à l'action. On parlait de la culpabilité tout à l'heure, la culpabilisation. Bon, la Oui. peur, ce sont des leviers qui peuvent être utilisés, mais est-ce que véritablement ça a une Mmh. efficacité, ou ça crée un effet paradoxal, où ça nous paralyse plutôt qu'autre chose et où ça crée Bah, l'effet inverse? c'est assez intéressant parce que beaucoup d'activistes et des mouvements comme Greenpeace qui œuvrent depuis 40 ans et par la peur, un peu par la peur et la culpabilisation, on voit que finalement ça n'a rien changé et là, ils sont face à se dire: «OK, ben maintenant qu'est-ce qu'on fait?» Enfin, comment est-ce qu'on motive? Comment est-ce qu'on inspire, le passage à l'action? Si c'est pas comme ça et je trouve que pour l'instant, bah, tout il y a un peu, faudrait que j'aille voir aussi du côté anglophone si c'est différent. J'ai l'impression du côté francophone, on en parle de moins en moins de l'écologie. On a un peu l'impression que, ben voilà, maintenant ça embête les gens qu'on en parle, on passe à autre chose. En fait, comment est-ce non, on peut pas passer à autre chose. Je veux Mmh. dire, la crise, elle est là, mais c'est un peu ça, on a plus envie d'en entendre parler et donc comment est-ce qu'on retrouve des mots pour dire, parce que l'urgence apparemment ça motive pas. Si je peux me permettre de faire encore une fois un retour d'expérience, j'ai fait Ouais. partie d'un collectif qui a organisé un festival, en 2 mois et demi, qui devait être un petit événement au départ, s'est transformé en 2 jours de festival tellement, ça a suscité de l'enthousiasme tel que tout le Mmh. monde nous a dit oui, donc on n'a pas pu dire non dans l'après-coup, donc on s'est retrouvés à organiser 2 jours de festival. Juste pour faire le pont avec l'expérience que tu veux tenter, je te parlais tout à l'heure d'un projet donc de la ligne, à très haute tension là de 400 000 Oui, volts qui oui, était oui. installée donc qui passe par mes terres, hein, qui rentre par Seignos, qui traverse toutes les terres jusqu'à Cabreton et qui ressort en mer. Enfin, il y a un évitement du gouffre de Cabreton qui est une zone protégée et c'est un canyon, marin en fait et donc Mmh. interdiction de traverser le gouffre, avec cette ligne-là qui part de la Gironde et jusqu'à, Gatica près de Bilbao. Donc ça rentre dans les terres et beaucoup d'inquiétudes parce qu'il y a eu des enquêtes publiques. 96 de refus de la population de voir ce projet-là, s'installer chez nous, hein, d'être enterré parce Mmh. qu'aucune étude d'impact et cetera, que ce soit sur la santé, l'environnement, enfin 400 000 volts. Bon, des collectifs se sont créés, des associations et cetera. Chacun a choisi son ton qui peut être tantôt, dans la colère, la revendication, Mmh. l'attaque et cetera, la culpabilisation et nous pour faire le pont, on s'est dit: «Tiens, comment est-ce qu'on pourrait, créer un événement qui sensibilise autour de ce projet-là?» parce que personne n'a conscience, déjà, la notion que ce projet-là existe, Mmh. n'a conscience du danger qu'il y a à ce que ce projet se réalise parce qu'en plus ce sera la porte d'entrée, d'autres projets, de lignes comme ça, hein. Quel est notre angle? Et on a choisi la joie et on a eu, comme je t'ai dit, je ne sais pas combien de réponses positives pour des exposants, des intervenants, des artistes qui sont venus tous bénévolement, hein, sur 2 jours. Donc c'est intéressant de voir qu'en fonction peut-être de la manière que l'on a d'aborder les choses, alors c'était pas l'idée d'être dans un monde bisounours où tout est beau, mais c'était comment peut-être initialement déjà sensibiliser les gens sur la beauté de notre territoire, leur faire prendre conscience Mmh.
de l'environnement dans lequel ils vivent, puisque nous, on est aux confins de l'océan, de la forêt, enfin, des dunes qui sont déjà menacées par ces projets-là. Comment leur faire prendre conscience, ne serait-ce que de ça, que de la beauté, de les émerveiller et ensuite peut-être leur donner envie d'agir, peut-être de s'engager, d'être plus actifs dans leur démarche et cetera et donc nous, on a choisi l'enthousiasme et voilà, pour une première en 2 mois et demi, j'avoue qu'on a quand même réussi l'exercice de proposer quelque chose, qui a attiré peut-être quelque chose comme 1000 personnes, avec un temps de communication réduit. En plus, le premier lieu qu'on avait choisi nous a fait faux bond. Il a fallu 3 semaines avant choisir un autre lieu. Enfin, donc j'attends de voir un petit peu comment toi tu vas, Ouais, ouais, communiquer pour voir les retours que tu as. Mais c'est vrai que la manière que tu as de le ton utilisé, les mots, l'angle, peut faire effectivement toute la oui, différence. tout à C'est fait. un peu longue, mais c'était aussi une expérience intéressante de voir qu'en prenant la joie et l'enthousiasme, Mmh. pouvez toucher, toutes les générations, tous les publics, les militants, les activistes ou les moins initiés et relever le défi qu'on s'était Ouais, lancé. La peur et la colère sont pas forcément, pas les très bonnes, motrice, je pense. ouais, les Non, bonnes émotions à ouais, non, ouais. non, non. Et pour ça, alors il y a évidemment, tu en parlais, tout l là, on revient à l'imaginaire et la créativité, les nouveaux récits, tout ce qui est, les moyens artistiques aussi. Comment est-ce qu'on utilise, différents médias, pour Mmh. communiquer? Ça, c'est aussi important. Bon, on fera le point dans quelques mois pour voir. Oui. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aujourd'hui à la petite Isabelle? D'oser s'exprimer, je pense. De pas avoir peur de dire ce qu'elle pense. Et comment est-ce que nous, on peut communiquer avec toi? Donc je disais, tu as un site internet, Ouais. tu es sur les réseaux. Où est-ce qu'on te trouve plus facilement? Ou où est-ce que tu as envie qu'on puisse venir communiquer avec toi, Bah, alors le plus facile, c'est mon compte Instagram parce que là, si vous venez dans les messages, c'est là où je réponds le plus le plus facilement. Sinon via le site internet, alors mon adresse email. OK, donc on mettra tout ça dans la description. OK. Ouais, Bon, je t'ai déjà posé la question, mais pourquoi prendre la parole aujourd'hui? parce que je pense qu'il est urgent qu'on entende ce qu'on a dit, des messages, d'espoir et de joie, qu'il est les temps sont urgents et donc il faut prendre la parole. Si vous avez des messages, oui, voilà, en lien avec, la justice sociale, la justice écologique, c'est vraiment de plus en plus important qu'on entende ces messages-là. De s'autoriser à le faire? Absolument, il faut. Ouais. Je pense qu'on n'a plus le temps d'attendre, que quelqu'un ou quelque chose nous donne la permission de le faire, mais il faut prendre la parole, oui. Tu attendais qu'on te donne la permission de le faire? Oui, je pense que pendant longtemps, j'ai attendu que il y a toujours cette question: «Mais qui suis-je moi pour prendre la parole?» ou «De quel droit j'ai?» enfin, oui, est-ce que j'ai le droit de prendre la parole? Ouais, C'est la comme ça question de qu'on la a été élevé. légitimité. Mmh. Oui, bah, c'est comme ça qu'on a été élevé. Ou quelle valeur ça a? Oui. Et qu'est-ce qui se passe pour toi depuis que tu prends la parole? Tu as 14 000 personnes qui te suivent sur les réseaux, Non, tu oui, as créé donc un non. podcast, tu as Il y a eu surtout, je pense, bah, j'ai vécu une crise à 40 ans et il y a quelque chose à et c'est intéressant parce que c'est ma cousine qui m'a fait remarquer quelque chose, que je commençais à percevoir. C'était pendant 40 ans, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, vraiment. Je me suis tue, donc j'ai pas pris la parole, j'ai attendu qu'on me donne le droit de, j'ai été vraiment, je rentrais très bien dans les cases et j'ai fait un peu ce que le système me demandait de faire. Et puis, ma vie a éclaté en morceaux et j'ai dit: «Beh, j'ai fait tout ce qu'il fallait et pourquoi est-ce que maintenant je me retrouve, mmh, complètement, démunie, sans, et ça m'a quelque part donné la permission de dire: «Bah, voilà, j'ai entre guillemets «joué le jeu», j'ai suivi les règles, ça m'a rien apporté, ni le bonheur, ni la sécurité financière, ni la sécurité sociale, ni, et ben, maintenant je vais faire ce que moi je pense et comme moi j'ai envie». Donc c'est passé par une crise quand même, c'est passé par des journées sombres, mais ça m'a donné la force de dire: «Bah, maintenant je fais ce que je veux». et d'avoir envie de continuer comme ça. Oui, plus Oui. je vieillis et plus et ça c'est le quand même, c'est le cadeau de la vieillesse. C'est que plus j'avance en âge et plus je me préoccupe plus de ce qu'on pense de moi. Je crois qu'effectivement, c'est le privilège de l'âge, Oui, on se préoccupe, peut-être un peu moins, ouais, de ce qu'on du «qu'en dira-t-on» ou de ce que les autres peuvent en dire.
On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la Oui. question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Non, aucune, je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose de plus avant qu'on termine sur le portrait chinois? Non, je pense pas. Le portrait chinois, tu connais? Peut-être tu y as joué, Heu, oui, plus ou plus moins. jeune? Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Je dois expliquer pourquoi? Ça, c'est ton choix. Si Ah, tu as envie. je serais bien une pizza végétarienne qui plaît à tout le monde, mais qui a quand même un peu, qui est quand même un peu militante. Tu es végétarienne? Non, je mange la viande, mais je choisis. Je fais très attention à la viande à laquelle je mange. Si tu étais un livre, lequel serais-tu? Ouais, je sais pas si les gens vont connaître, mais Ce sera l'occasion. voilà, c'est un vieux livre, La romance de Ténébreuse. Bah, c'est une série de Marion Zimmer Bradley et le livre que je choisirais, c'est La Belle Fauconnière. C'est une série de science-fiction qui a été écrit par Marion Zimmer Bradley. Donc vous connaissez peut-être Les Dames du lac. C'est une autrice que j'aime beaucoup parce qu'elle est née dans les années 30 dans le Texas et c'était une féministe. Donc tous ses livres remettent en scène des femmes et dans La romance de Ténébreuse, c'est science-fiction où les personnes, donc les humains, ont développé un talent télépathique, enfin de être, vraiment connectés, aux animaux et de pouvoir ressentir ce qu'ils ressentent. Qu'on appelle aussi la communication animale? Oui, mais Mmh. un Ouais. peu très poussé, oui. Mmh. Petite parenthèse, je sais pas si tu connais Shaina Lebeau? Elle se dit communicatrice animale. J'avais fait un stage de Oui. sensibilisation avec elle et je l'interviewe, après-demain, figure-toi, avec Ah son chouette. mari et voilà, quelqu'un qui pratique, la télépathie avec les animaux depuis une vingtaine d'années Mmh. et qui est aussi hyper carré dans son, rapport aux animaux, aux humains et voilà, qui cherche le consentement des animaux. Enfin voilà, qui a tout un Ouais. protocole aussi, enfin qui est vraiment, et qui est super, Ah ouais, ça, c'est intéressant. Super. ouais. Je l'écouterai. Si tu étais un dicton Oh, ou une devise, un proverbe, ouais. Ouais, j'aime bien la devise qui est sur mon site quand même. Les temps sont urgents, ralentissons. prenons le temps d'observer, d'être Voilà attentif. et de ne pas, réagir, d'être dans la réaction par rapport à ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est important de se poser pour pouvoir agir après beaucoup plus en conscience. Alors si tu étais un film, alors tu nous as parlé de La Belle Verte Bah, la tout belle à l'heure. verte, La oui. Belle Verte et je crois que celui-là, il est dans le top 3 des films qu'on m'a donné depuis tu seras le Ah oui? 91e épisode, je crois Waouh! et oui, il est dans le top 3 celui-là. Il Ouais. revient régulièrement. Et si tu étais un super-héros, une super-héroïne? Ah, ça c'est difficile, hein. J'en connais pas tellement, je crois. Mmh, j'aimerais bien être enfin le si je pouvais avoir un super pouvoir, genre, de pouvoir me téléporter. Mmh. Ce serait bien pratique. Oui, Merci Isabelle pour ta participation, avec plaisir. Merci pour l'invitation. avec joie et merci beaucoup pour votre écoute. Alors j'espère que le parcours d'Isabelle vous aura, inspiré, donc n'hésitez pas à la contacter donc directement sur, Instagram ou par le biais de ton site et on mettra tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt! J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.